Nouvel épisode du podcast Sauce Secrète. Aujourd'hui, je reçois Kelly Zizine. Kelly, elle est consultante en marque personnelle. Donc évidemment, on parle beaucoup de ces sujets. On parle beaucoup de LinkedIn, notamment pourquoi est-ce que la baisse du reach est une excellente nouvelle paradoxalement. On parle également beaucoup d'intelligence artificielle. Et Kelly, elle parvient très bien à illustrer une thèse que moi j'ai, qui est que la valeur du copywriter, la valeur du ghostwriter, du rédacteur se déplace du fait de l'IA. Et Kelly, elle incarne exactement ça dans ses prestations, dans ses offres. Elle nous explique ça. Elle nous explique pourquoi, et je ne m'y attendais pas, elle a baissé un petit peu ses tarifs suite à l'IA. Et elle nous l'explique exactement ce qu'elle a fait. On parle beaucoup de sa journée R&D, donc recherche et développement, qu'elle se bloque dans sa semaine, chaque semaine. On parle de trouver des clients, on parle de comment est-ce qu'on dure en tant qu'entrepreneur, bref, plein de sujets passionnants. Allez écouter ça et si l'épisode vous a plu, laissez-nous en commentaire et pensez à vous abonner. Bon visionnage. Bonjour Kelly, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci Valentin de m'avoir invité. Pour démarrer, et avant que tu te présentes, tu vois, en préparant cet épisode, je suis allé voir un peu ton profil LinkedIn, je réfléchissais un peu aux questions que je pouvais te poser, et je vois que j'allais dire tu accordes, mais en tout cas tu donnes une place importante au branding et à l'image sur LinkedIn. Mhm. Et je voulais savoir pourquoi, quelle était ta réflexion par rapport à ça? C'est-à-dire, du coup, ta question, elle est assez large. Ouais, en fait, juste le rôle de. Bah, tu vois, je vois que tu as des belles photos, je vois que tu travailles un peu, tu te donnes une image pro et je trouve ça vraiment très bien. Et c'est Mhm. un sujet, je trouve, dont on parle assez peu. Tu en parles beaucoup de contenu, d'accroche, de comment est-ce que tu attires l'attention, mais assez peu de la dimension image de branding sur LinkedIn. Et je voulais savoir, euh, ouais, qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu réfléchis à ton image sur LinkedIn? C'est ça ma question. Je la réfléchis à l'image de mes contenus, je dirais peu mais bien. Je fais attention effectivement à la qualité d'image, à ce que je présente. Je pense que c'est hyper important de lier la parole justement au visuel aussi. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu dis ça, mais je pense qu'il y a effectivement une cohérence. Pour moi, c'est vraiment un process maîtrisé, on va dire, de bout en bout, quoi. Ouais, ok. Donc, typiquement aujourd'hui, quand tu écris un post par exemple, ou quand tu penses à ta stratégie de contenu, Ouais. quel niveau de réflexion tu accordes au visuel? Est-ce que tu accordes autant de temps au visuel qu'au texte? Comment est-ce que tu fais? J'ai parfois l'impression que j'accorde peut-être même plus de vigilance et de temps sur l'aspect visuel parce que c'est pas mon métier. Donc c'est là où je perds peut-être plus le temps parce que j'ai moins cette vision, donc ça me demande peut-être plus de vigilance et de cohérence pour allier les deux. Là où la rédaction c'est beaucoup plus mon truc, donc forcément c'est plus fluide, plus naturel, plus facile à développer de mon côté. Donc tu disais que c'est pas ton métier. Effectivement, c'est ce qui est difficile, hein. Moi aussi, enfin, j'essaye d'accorder de l'importance à ça et c'est un conseil que je donne souvent aux freelances. Mais quand c'est pas ton métier, justement, c'est compliqué. Tu vois, comment tu développes cette patte presque artistique, comment tu développes ta touche. Comment toi t'as fait? Tu t'es fait accompagner? C'est juste le fruit de beaucoup d'itérations, de beaucoup de tests, ou est-ce que tu avais de base un œil pour ça? Pas du tout. Moi, j'ai pas d'œil là-dessus. J'ai une charte graphique euh, que j'ai réfléchi au départ sur des couleurs qui me vont bien, qui me définissent bien, que j'essaye de garder justement pour être uniforme, pour être toujours identifié selon voilà un code couleur et une patte graphique. Mais tout le reste, ouais, c'est compliqué. Moi, sur Canva, par exemple, un carrousel, j'en fais quasiment pas parce que je passe beaucoup trop de temps dessus. Un post LinkedIn à écrire, ça me prend moins de 10 minutes.
un carousel Canva, ça me prend 5, 6, 7 heures justement parce que j'ai pas du tout la vision, l'œil d'un graphiste. J'y repasse chaque petit endroit, voilà, pour savoir exactement comment ça doit être mis en page. C'est une difficulté pour moi. Donc, j'ai été accompagnée, passé un moment, j'ai demandé justement à une graphiste de me faire un template pour avoir au moins quelque chose de départ. Et ensuite, je le fais un peu au fur et à mesure quand j'en ai besoin, quand j'en fais quelques-uns. Mais ouais, c'est difficile pour moi, ouais. Donc, du coup, par définition, j'aime mieux rester dans ma zone de confort, à savoir le texte et l'image et une image finement choisie pour que ça soit cohérent, mais moins d'aspects graphiques. Et d'ailleurs moins d'aspects aussi vidéo, parce que la vidéo, alors là, c'est encore pire. On parle même pas. Ouais, ouais. Euh, et donc, et juste, ça m'intéresse qu'on creuse juste là-dessus 30 secondes, mais le moment où tu as fait appel, tu disais à une graphiste pour qu'elle pose un peu les bases de ta charte graphique, à quel moment de ton aventure freelance c'était? Est-ce que c'était tout au début? Est-ce que c'était au bout de 1 an, 2 ans? Est-ce que c'était que très récemment? On peut dire, enfin, ça va faire. J'attaque ma septième année, moi, donc on peut dire que c'était plutôt en cours de route, hein. J'ai demandé à une graphiste de m'aider il y a 1 an et demi, 2 ans. Au départ, je sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi de remonter tout le fil de ton actualité pour voir tes débuts et te rendre compte à quel point c'était peut-être n'importe quoi, en tout cas de mon côté. Mais ouais, je me rends compte à quel point on a chacun nos métiers et ça se voit. Et quand on est un peu aidé par les autres, effectivement, par leur vision, c'est nettement plus agréable en tout cas et c'est nettement plus cohérent. Donc, je l'ai pas fait au départ, j'ai fait moi-même. J'ai bien aimé, hein, d'une certaine manière, tester des outils. Mais force est de constater que c'est pas mon métier. Donc, ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, on va payer justement une personne qui a la vision métier pour le faire. Ouais, mais ce que je note de ce que tu dis aussi, c'est parce que tu sais, tu peux vite te dire, bon bah je me lance et il me faut dès le départ la bonne charte graphique, il me faut dès le départ la belle image. Mais ça vient en cours de route. Tu vois, moi, je connais pas grand monde qui l'a eu dès le départ. En fait, c'est au début tu bricoles comme tu peux et en fait tu avances et à un moment tu Ouais. dis ok maintenant je sens que je comprends à peu près ce que je fais donc je suis prêt à faire le jump et à investir dans quelqu'un qui va pouvoir m'aider quoi. Ben, carrément, et je pense que c'est une phase intéressante. Certes, c'était pas quali ce que je faisais au départ, mais ça a le mérite de te montrer où sont les limites Mm. de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire, de connaître un petit peu, de t'intéresser, mais effectivement de confier après à quelqu'un de plus compétent, quoi. Je pense, dans le freelancing, c'est sur bien des choses, on s'en rend compte au fur et à mesure, mais c'est bien d'y toucher, quoi. Et ça se voit dans nos métiers, mais ça se voit dans tout, hein. En rénovation aussi, j'ai rénové un de mes appartements. Je voulais le faire. Je me suis bien rendu compte que les artisans, ils ont un métier et qu'on peut pas forcément le faire nous-mêmes, quoi. Même avec ChatGPT. Et avec tout, avec tout. Vraiment, il y a des choses qui s'apprennent et ça prend du temps. Et quand on est justement, voilà, moi je trouve que c'est bien ce process quand même d'essayer de se rendre compte de la difficulté des choses. Et puis voilà, soit c'est son truc et on apprend à faire au fur et à mesure et on le met un peu dans ses compétences, soit on décide que justement c'est pas notre zone de confort et que c'est vraiment mieux de le confier à quelqu'un d'autre, quoi. Tu disais que tu arrives à ta septième année d'activité. Déjà Mhm. bravo. C'est un bel Merci. accomplissement en soi. Je pense juste de durer aussi longtemps. Ouais. Euh, Est-ce que à la louche, tu saurais nous dire combien de posts LinkedIn t'as écrit en tout pour toi? Je compte pas, mais il me semble qu'un jour j'avais regardé, je sais pas, je pense que je dois en être à peu près à 500 postes, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est ça le secret pour écrire des posts LinkedIn en moins de 10 minutes? C'est en écrire beaucoup? Pas forcément, parce que moi j'en ai jamais trop écrit beaucoup. Je dirais même plutôt qu'avec le temps, tu vois, j'aurais tendance à dire que moins j'en fais et plus je vais vite, mais parce que effectivement j'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour d'autres et où je vois à peu près ce que je veux. C'est plus, faut se roder, bien sûr, c'est un exercice, j'imagine, mais ouais, c'est plutôt quand tu te rends compte de ce que tu veux
Quand tu es plus sûr de ce que tu veux et ce que tu veux écrire, après, c'est la clarté plutôt qui te fait écrire plus vite, je dirais. Ok. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Le bénéfice d'écrire beaucoup, c'est euh, pas uniquement écrire vite, mais savoir ce que tu veux dire, savoir comment tu veux le dire, par quelle structure tu vas utiliser. En fait, c'est ça qui te fait gagner beaucoup de temps. Exactement. Ouais. Au départ, je pense qu'on essaye un peu tout et c'est bien d'écrire beaucoup, justement, pour se roder à l'exercice. Mais au fur et à mesure, moi, je me suis rendu compte que j'aimais mieux en faire moins, mais en faisant moins, je les faisais avec plus de clarté d'esprit, plus mieux positionné sur ce que je voulais et donc sur ce que je voulais dire. Et donc, j'avais pas besoin d'en faire beaucoup plus pour savoir ce que je voulais. Ok, intéressant. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens? Ouais, bien sûr. Eh ben, du coup, moi, je suis Kelly Zizine, donc je suis à mon compte je termine là, fin décembre, du coup, ma sixième année à mon compte. J'ai commencé copywriter, où je faisais beaucoup de choses à partir de 2020, beaucoup de prospection commerciale aussi. Avec le temps, je me suis beaucoup plus spécialisée sur LinkedIn. Ça a été un moment où, en commençant à poster, on m'a proposé d'être ghostwriter, donc d'écrire les posts pour d'autres personnes. Et j'ai adoré, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure, moi, de mon exercice pour moi sur LinkedIn comme pour les clients, que ce qui comptait beaucoup, c'était l'optimisation du profil, puisque toute action sur LinkedIn ramène au profil. Donc j'ai rajouté un peu, approfondi mes compétences sur LinkedIn. Et plus on m'a demandé de faire d'optimisation de profil, et plus du coup j'ai fait aussi de la marque personnelle parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment retravailler euh, tout ce qui permettait d'identifier du coup les personnes sur LinkedIn dans leur, euh, dans leur métier. Et donc voilà, aujourd'hui je suis consultante en marque personnelle. Je suis sur la stratégie de contenu parce que de départ c'est beaucoup mon métier. Mais j'accompagne aussi maintenant beaucoup à identifier vraiment quelles sont les bases de leur communication. Hmm, Et ça, je le fais beaucoup plus pour les dirigeants et pour les indépendants, du coup. ok. Ce que je trouve super intéressant, et tu vois, je me faisais la réflexion, et tu es encore un exemple de ça, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés via le biais du copywriting et qui ont après ont bifurqué vers le ghostwriting, vers LinkedIn, et ensuite qui bifurquent vers vraiment le sujet de marque perso au sens large. Ouais. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que selon toi c'est juste des envies qui évoluent, ou est-ce que c'est aussi, je pense que c'est aussi ça, hein, c'est un marché qui évolue et donc des demandes différentes des gens? C'est une plateforme LinkedIn qui a pris beaucoup de place depuis 4-5 ans. Comment t'expliques qu'il y a eu autant de changements? Comment toi, peut-être toi tu l'as fait, et si tu arrives à un peu dresser une tendance? Ouais, moi, ça s'est fait au fil de l'eau, hein. Effectivement, je me suis jamais dit que j'allais me spécialiser sur LinkedIn. Ça a été une demande, en fait. Tu vois, tu fais partie des personnes que j'ai suivies dès le départ quand je me suis intéressée à LinkedIn, quand il y avait peu justement de créateurs de contenu. Et je pense qu'il y a eu un moment après le Covid où les gens se sont rendus compte que LinkedIn, ça pouvait devenir au-delà de la CV Tech et des opportunités qu'on pouvait aller chercher professionnelles, c'était devenu un réseau social. Et donc, du coup, au fur et à mesure, les gens se sont mis à créer du contenu. Et c'est pas forcément tout le temps la zone de compétence de chacun. Et donc, on a eu besoin de personnes pour accompagner la stratégie de contenu. Maintenant, il y a eu du coup la demande sur j'ai besoin de contenu. Et puis ensuite, quand beaucoup plus de personnes se sont mis à créer du contenu, ça a été j'ai besoin que ça devienne beaucoup plus pertinent, j'ai besoin que ça soit mieux ficelé, qu'il y ait une stratégie derrière, j'ai besoin d'identifier mes forces, ma différence par rapport aux autres. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que naturellement les gens ont eu besoin de beaucoup plus créer la marque personnelle, leur marque personnelle sur LinkedIn. Donc il s'agit même plus uniquement de rédaction, il s'agit vraiment d'accompagner en fait une communication au sens large sur des personnes, quoi. Donc, une demande du marché, je dirais, et puis on suit un peu cette tendance et on répond du coup en tant qu'indépendant à cette demande-là et on se spécialise. Mm. Ouais, donc il y a à la fois, c'est vrai qu'au début,
LinkedIn, c'est la CV Tech, comme tu dis. Ensuite, ah tiens, on voit qu'on publie du contenu, on voit qu'on touche des gens qui pourraient être intéressés par tel ou tel service. D'autres gens s'y mettent, donc plus de concurrence, entre guillemets, plus de bruit. Donc besoin d'élever le niveau de ce que tu proposes, d'ajouter d'autres cordes à ton arc, l'image, le branding, toute la dimension marque perso au sens large. Mhm. Euh, Intéressant. Et toi, à titre très perso, ça t'éclate de faire du LinkedIn plus que faire du copywriting ou de la rédaction classique? J'imagine que oui, mais Ouais. Moi, enfin, comme je pense comme beaucoup de freelance, j'ai un peu tout essayé. Et sur ma première année, et finalement, je me suis retrouvée à faire des journées impossibles, des journées de l'extrême, de 8 heures à 23 heures, et puis avec voilà, travailler limite 6 jours, 7 jours sur 7, avec peu de repos, un petit peu le dimanche en fin d'après-midi. Et je me suis dit non, il faut l'année prochaine, je refais pas cette erreur. Il faut que je choisisse ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Donc, naturellement, après la deuxième année, tu te finis par te dire, bah, ça j'ai aimé, je garde, ça j'ai moins aimé, je garde pas. Et finalement, je pense que c'est les appétences de chacun. Mais moi, LinkedIn, ça m'a passionné, quoi. Je peux même te dire que les autres réseaux sociaux, je les ai complètement oubliés. Aujourd'hui, j'ai encore un peu Instagram, mais c'est plus un réseau de divertissement qu'un réseau où j'aime passer du temps. C'est vraiment assez, voilà, j'y vais de temps à autre pour envoyer deux, trois trucs à mes copines, mais vraiment l'endroit où j'ai passé le maximum de temps, c'était LinkedIn. Et donc j'aimais beaucoup découvrir les fonctionnalités, j'aimais faire des tests. Quand ça marchait pour moi, je le testais et je le proposais aux clients pour qui ça valait le coup d'essayer. Et en fait, au final, je me suis totalement spécialisée dessus, mais ça a été encore une fois assez naturel, ouais. toi qui es sur LinkedIn maintenant depuis 7 ans, là, tu disais, est-ce que tu as l'impression que LinkedIn, ça s'est dégradé en termes de qualité? Tu sais, c'est un discours que je vois beaucoup en ce moment, c'est devenu nul. Et alors, vu que l'algorithme, effectivement, il va moins te mettre en avant, t'es moins récompensé, donc ça te fait davantage chier de poster. Comment tu juges l'évolution? Moi, je juge d'un bon œil. Je me dis qu'effectivement, c'est une plateforme qui évolue très vite, LinkedIn, euh, qui est hyper intéressante. Enfin, ça a changé, c'est sûr, mais moi, je le vois d'un bon œil. Là où avant, on a eu un peu l'âge d'or des impressions, je fais 100 000 impressions par semaine, j'ai tant de likes, j'ai tant de ci, j'ai tant de ça. Ça a forcé un peu tous les consultants, je dirais, et même ça induit, je pense, un peu en erreur les clients de se dire on cherche la popularité. Moi, j'aime bien le fait, enfin la tournure que prend LinkedIn à avoir moins d'impressions et à devoir nous forcer à faire du quali. Parce que du coup, ben, ça force vraiment à tout reprendre en termes de stratégie, en termes de marque personnelle, et justement parce qu'il y a de plus en plus de concurrents et qu'il y a de plus en plus de personnes qui postent. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un gros intérêt et que les professionnels sont là, qui commencent à vraiment prendre la parole et tout le monde a quelque chose à dire finalement. Donc le fait que ça se popularise, moi, je trouve ça très bien. Après, qu'il y ait un peu moins d'impression, que on comprenne pas l'algorithme. Bon, ça fait toujours partie des légendes urbaines qu'on voit sur le réseau passer. Et c'est assez marrant de voir à quel point ça intéresse les gens. Mais en soi, moi, mon métier, ça a jamais été, par exemple, de former des influenceurs. Donc en fait, le fait qu'il y ait moins d'impression, ça m'a jamais vraiment dérangé. Moi, je vais comptabiliser plutôt le nombre de leads qualifiés que mes clients obtiennent grâce à leur qualité de contenu, le nombre de personnes, l'écosystème, la qualité de réseau qui génèrent avec ça. Le fait que quand ils aillent dans un endroit, on leur dise ah je te suis sur LinkedIn, ça prouve bien en fait qu'ils ont une raison d'y être. Et pour le coup, avec pas beaucoup d'abonnés ou avec pas beaucoup d'impressions, c'est des personnes qui mènent largement leur business grâce à la communication personnelle. Donc, moi, j'aime bien. Je me dis, bon, c'est une grande curiosité des gens de savoir comment fonctionne l'algorithme. Mais au fond, je trouve que ça nous pousse à faire de plus en plus quali. Hmm. Ouais, je te rejoins. Et puis même, c'est- le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est le signe aussi que c'est un marché qui devient mature, que ça devient sain, qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. Et en fait, oui, il faut tirer son épingle du jeu. Ça pousse tout le monde
à faire mieux, comme tu dis. Et donc, Exactement. moi, je trouve ça aussi plutôt positif. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, mais en même temps, quand je compare à d'autres réseaux, tu vois, je me dis que ça va. Tu vois, si tu prends l'exemple, moi, quand j'ai démarré, c'était les pages Facebook, ça a Mhm. complètement disparu. Euh, Insta, il se passe tout le temps des choses, il y a des vidéos, il y a des machins. Twitter, c'est pareil. À un moment, c'était un canal, ça a disparu. Bref, tu vois, ça bouge partout et je trouve que LinkedIn, malgré tout, dans cet océan, reste quand même plutôt stable. Depuis Ouais. 5 ans, tu as une activité qui repose sur LinkedIn. Tu me diras, mais je pense que ça se passe de mieux en mieux chaque année, ou en tout cas, tu as l'impression que ça se développe. Donc, voilà, c'est assez positif, quoi. Ouais, moi je trouve que ça évolue bien et puis ça évolue dans notre sens, hein. Les fonctionnalités, elles vont, je trouve, dans le sens des indépendants. Euh, Même si on sait que LinkedIn, euh, on va dire, oriente beaucoup plus son business model sur les entreprises, sur le recrutement. On a l'impression finalement que des fois ça va pas en faveur des indépendants, alors que il y a pas mal de fonctionnalités qui sont arrivées au fur et à mesure, comme la marketplace de services. Enfin, moi je trouve vraiment qu'il y a des choses de plus en plus. Ça nous permet de montrer plus de choses, plus de portfolios, plus de projets. Et ça, c'est des choses qu'on voit moins sur LinkedIn parce qu'on se concentre toujours sur les posts. Mais le fait de pouvoir faire une newsletter sur LinkedIn, ça, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire de pouvoir vraiment créer une communauté dessus, avoir des groupes. Il y a plein de choses qu'on n'utilise quasiment pas en fait sur LinkedIn d'un point de vue, je dirais, utilisation en France. Mais quand on sait l'utiliser, justement, c'est passionnant. Il y a toujours des choses à faire, quoi. Mm. Comment ça a démarré pour toi l'aventure freelance, l'aventure copywriting? Comment t'es tombé là-dedans? À la suite d'une démission, j'avais 29 ans et j'ai décidé d'aller faire ce que j'avais pas pris le temps de faire à la sortie de mes études, voyager. Et en voyageant, je suis allée à Bali où j'ai rencontré beaucoup d'indépendants, enfin d'entrepreneurs. Et à ce moment-là, moi, je savais pas ce que je voulais faire. C'était vraiment un voyage personnel pour pouvoir faire le point, me dire à l'aube de mes 30 ans, mais que vais-je faire de ma vie? Qui suis-je dans ce monde? Exactement. J'enchaînais les postes en salariat, mais qui me convenaient pas parce que j'outrepassais systématiquement la fiche de poste, parce que je voulais toujours plus, parce que voilà, ça allait pas forcément. Je quittais vraiment tous les 2 3 ans maximum, je changeais de boulot. Et à la suite d'une déception vraiment où vraiment j'avais tout donné dans mon job et finalement m'a un peu expliqué que je n'étais pas payée pour réfléchir, ça m'avait vexée au plus profond de moi-même. J'avais décidé de poser une Ouais. démission et de me dire je sais pas ce que je vais faire après, mais je vais aller prendre déjà faire quelque chose pour moi, ce que j'avais pas fait auparavant. Et en rencontrant des entrepreneurs, eh ben, on m'a mis sur le, bah, en fait, aujourd'hui, pourquoi tu restes salarié si tu peux créer ton propre métier et être ta propre patronne. Tu pourrais aller à la vitesse que tu veux, tu peux changer de projet, faire vraiment, voilà, avoir cette liberté, en tout cas, d'action professionnelle. J'y ai réfléchi et puis en discutant encore plus, on me disait, mais dans tes précédents postes, tu sembles aimer quand même tout ce qui est rédaction. Est-ce que tu sais que le copywriting, ça va être une des disciplines les plus demandées dans le digital? Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et quand je suis rentrée du coup de voyage, je me suis dit pourquoi pas regarder un petit peu du côté du copywriting et du freelancing. Donc, je me suis renseignée pendant un bon mois. Et puis au bout d'un moment, j'ai rassemblé un petit peu tout mon courage en me disant, ben, là, à l'aube de tes 30 ans, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. J'avais pas grand-chose à perdre, pas de crédit, pas d'enfant, vraiment moi et tenter ma chance. Et donc, du coup, je l'ai tenté. Il s'est pas passé grand-chose. J'ai eu mon numéro de SIRET le 25 décembre 2019. On s'est mangé le Covid en mars 2020. La première année, elle n'a pas été dingue. Mais ça m'a permis de me former beaucoup. Et comme je te disais, bah, de suivre des créateurs, et notamment toi, de me former aussi, de faire des essais.
Et puis c'est fin 2020 où là, les clients ont commencé à affluer parce que, ben, effectivement, à la fin du Covid, enfin, en tout cas à la fin des confinements, l'idée c'était de se dire, en tout cas dans l'esprit des entreprises, il faut qu'on soit vraiment très bon sur le digital. Donc il y a eu besoin de copywriters. C'est marrant ce que tu dis, le côté, tu sais, quand tu réfléchis à te lancer en freelance, ça demande du courage, enfin voilà, c'est pas évident, tu vois, tu quittes une vie d'avant, tu t'engages dans l'inconnu, tu crées ton statut, et t'as l'impression que ça y est, tu vois, ça va exploser, en fait il se passe Ouais. rien. En fait, Personne il se t'attend, passe rien du personne tout. te C'est connaît, c'est horrible. t'as l'impression. Non, c'est vrai, hein, il se passait un grand moment de solitude au départ. On est là. Moi, je me rappelle que mon petit frère m'avait dit, waouh, au-dessus de toi, c'est le soleil. T'es ta propre patronne. J'avais dit, ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas d'argent. Pour l'instant, je suis personne. Donc, c'était vraiment, moi, ça m'avait aidé cette réflexion qu'il m'avait faite parce que c'est vrai que ça fait déjà au moins une satisfaction de se dire que là, par contre, effectivement, on est aux commandes et il va falloir se fédérer. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et ça, c'est quelque chose dans mon caractère qui était, voilà, que j'avais déjà. Donc, il y a eu le Covid. Ça, c'était pas de mon fait, mais ça m'a pas empêché effectivement de me former, d'essayer, de voir, enfin, d'avoir le temps de me préparer finalement. Et quand les opportunités sont arrivées, par contre, elles sont arrivées en cascade, quoi. Avec le recul, tu aurais fait des choses différemment, ou tu te dis que en fait, t'as fait enfin, entre guillemets les erreurs, mais t'as eu un peu ta période d'exploration où tu tâtonnais un petit peu et ça t'a conduit à faire ce que tu veux aujourd'hui, ou est-ce qu'avec le recul, tu aurais fait des choses différemment? Avec le recul, j'aurais commencé à publier avant. J'ai mis du temps quand même. Je me suis formée pendant les périodes de confinement en autodidacte, du coup. Ensuite, j'ai commencé mes missions. Euh, je me suis concentrée du coup sur mes clients parce qu'on a forcément un peu le syndrome de l'imposteur en commençant. Donc on est encore plus à fond parce qu'on se dit voilà, on est tellement consciencieux que ça me prenait énormément de temps. Mais ouais, j'ai mis du temps avant de commencer à me dire que je pouvais, au même titre que toi, par exemple, commencer à publier. Donc j'ai mis du temps à me dire, j'ai des choses à dire. J'aurais pu le faire avant, finalement. Qu'est-ce qui t'a freiné? Juste le manque de légitimité, le sentiment de pas encore avoir sa place? Ouais, peut-être une période de rodage, se dire qu'on n'a pas grand-chose à dire finalement, que pour l'instant, on est déjà aussi peut-être à titre simplement humain et personnel, on est déjà super content d'avoir des missions et de commencer. En fait, passer déjà de zéro ou à des petites factures à commencer à avoir des sommes qui étaient au-dessus de mes salaires en salarié, pour moi, c'était déjà dingue. Donc, je pensais pas encore à la communication, au partage avec les autres. J'étais encore un peu auto-centrée sur mes propres petites victoires, quoi. J'avais pas l'impression que j'avais quelque chose à dire et à partager aux autres. Et du moment où j'ai commencé, par contre, je me suis rendu compte effectivement que c'était bien et que c'était aussi c'était ça un peu le freelancing. Moi, je me rappelle avoir écrit du coup un article où je disais que c'était étonnant à quel point en freelance on se donnait beaucoup plus de retours sur expérience, beaucoup plus de d'aide que j'en avais reçu à l'époque où j'étais salariée, où c'était chacun son petit monde. Alors que finalement, bon, on est parfois concurrents, on est sur les mêmes niches, enfin, et il y a beaucoup d'entraide. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Donc en fait, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que je pouvais apporter aux autres au même titre qu'ils pouvaient m'apporter. Super intéressant. Et comment tes premiers clients, tu les as trouvés? Est-ce qu'ils sont venus à toi? Est-ce que tu as fait une démarche de prospection? Comment ça s'est passé? Mes premiers clients, ils sont venus sur LinkedIn. Alors mes premiers clients, il y a des petits clients que j'ai commencé à avoir, mais parce que c'était des amis qui savaient que je me lançais, et donc du coup, voilà, j'ai fait quelques petits essais avec eux. Mais enfin mes clients, voilà, venus euh, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, ils sont arrivés depuis LinkedIn, ouais. Et sur du copywriting. Vraiment, c'était, tu vois, on m'avait pas menti finalement. C'était la discipline qui allait être de plus en plus sollicitée et on est venu me chercher pour ça.
J'ai exactement au début? quasiment pas prospecté, moi. Je me rappelle avoir envoyé des messages automatisés avec Wallaxy au tout début de Wallaxy. Mais je me rappelle aussi que ça m'avait fait royalement chier, hein, pour rester quand même un peu poli. J'aime pas ça. J'aime pas aller présenter j'aime pas aller démarcher. C'était pas mon truc. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait ni correctement, ni dans le bon sens, ni que j'ai approfondi. En fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas ma méthode. Et du coup, euh, moi, enfin, tu vois, sur la prospection, je te rejoins un peu, tu vois, sur le fait que bah, ça convient pas à tout le monde. Même si je vois qu'il y a plein de gens qui ont des idées reçues par rapport à ça et qui ont l'impression que tu vas embêter tout le monde, mais il y a des manières intelligentes de le faire. Mais euh, ce que tu dis en tout cas, c'est que toi, tu t'es dit, la prospection, c'est pas ce que je veux faire. Mm. Donc, tu t'es dit, par contre, je dois être bonne sur LinkedIn pour trouver des clients. Tu as tout de suite, Ouais, t'as eu ce truc de, ok, si je prospecte pas, par contre, il faut que je sois intransigeante sur LinkedIn, il faut que je sois régulière, il faut que je bosse mon image. Tu as eu cette réflexion-là? exactement. C'est un choix finalement. Alors moi, je suis pas contre la prospection, hein. J'entends totalement que, au contraire, c'est même nécessaire. Et si je voulais plus de chiffre d'affaires, j'irais chercher, enfin, je prospecterais. Et je le comprends totalement. D'ailleurs, peut-être même plus, tu vois, pour des entreprises où je me dis, eux, ils ont besoin des deux, de l'inbound et de l'outbound marketing. Mais à titre solo, je me suis dit, moi, j'aime pas. Comment je peux faire pour Pour ne pas m'épargner le faire. ce bagne, quoi. Et donc, du coup, effectivement, je me suis dit, par contre, partager, poser du contenu, voilà, expliquer, me positionner, attirer les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Là, c'était nettement plus intéressant pour moi. Donc, c'était plus mon truc. Mm. Et du coup, comment tu t'y prends? Qu'est-ce qui marche selon toi pour trouver des clients sur LinkedIn? Qu'est-ce qui a fait que des gens sont venus te voir, tu penses? Ben écoute, moi je pense que j'ai fait partie des personnes, on en parlait tout à l'heure, qui ont commencé à exploiter la marque personnelle en sortant du contenu que d'expertise. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte un peu par hasard. Moi, mon petit frère a été malade et quand il est parti, j'ai eu envie de revoyager et de prendre un peu de temps pour moi. Au moins un an ou deux avant de vraiment reprendre à fond l'entrepreneuriat. J'avais besoin de prendre du temps pour moi et finalement, je me suis dit en voyageant, j'ai tout vendu à Lyon et je suis partie et j'ai commencé à écrire un post pour expliquer juste mon intention de ouais, voilà, je pars. Ce post, il était écrit sous le coup de l'émotion. Il n'y avait rien de business dedans. C'était vraiment un partage sur un réseau social à titre humain. Et il a fait 1 400 000 impressions et je crois 21 000, 22 000 réactions, quelque chose comme ça. Et surtout, d'un coup, plus 7 000 abonnés quasiment dans la foulée, quoi. Donc, ce moment-là, tu vois, je me suis rendu compte à quel point on n'est pas là que pour parler. Peut-être il y a uniquement business. C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez les gens aussi, c'est de les découvrir, c'est de savoir quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs adversités, de partager en fait à titre humain. Et c'est le moment où en fait mon écriture, ma communication, hein, c'est un peu débridée, c'est-à-dire que je suis sortie de juste, je fais du copywriting ou je bosse sur LinkedIn à je suis une personne qui pense comme ça, qui a telles orientations, qui a telles aspirations. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, eh ben, il y avait des gens derrière les écrans, que l'algorithme, c'est des personnes. Et en fait, pour aller chercher des personnes, il faut aussi, tu vois, ben, se positionner sur un métier, certes, montrer on est fiable et qu'on est compétent, mais montrer aussi qui on est. Parce qu'à compétence égale, entre trois consultants, eh ben, il y en a qui viendront plus naturellement vers moi parce que ils ont plus confiance, parce qu'ils s'identifient plus, et d'autres qui iront chez mes confrères et mes consoeurs parce que ils ont plus d'affinité avec eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu, faut exploiter adroitement dans la marque personnelle, dans sa communication.
C'est le principe finalement de se dire, de se positionner autant d'un point de vue professionnel que personnel pour attirer les opportunités qui vont dans les deux sens, quoi. Avec qui on a envie de travailler. Et ça, vraiment, ça m'a aidé parce que finalement, j'ai été contactée après coup que par des personnes avec qui j'avais envie de travailler. Parce on était câblés sur les mêmes valeurs, quoi. Ouais, hyper intéressant. Et du coup, tu arrives à aujourd'hui, comment tu construis ta ligne éditoriale? Est-ce que tu fais un mélange un peu de sujets plus perso et plus business? Comment tu réfléchis à ça du coup? Je réfléchis. Déjà, moi, je suis passée d'écrire deux, trois posts, d'envoyer deux, trois posts par semaine à finalement un post, ça me suffit, du coup, Mm. à envoyer. En tout cas, ça suffit à avoir des personnes qui viennent pour travailler, qui demandent à travailler avec moi. Mais j'essaye, d'un point de vue ligne éditoriale, de voir ce que moi j'aimerais bien consommer. C'est-à-dire que euh, de temps à autre, je parle de ma compétence, mais j'explique pas la pédagogie de ma compétence. J'essaie beaucoup finalement d'écrire selon ce qu'aimerait entendre ma cible. Et c'est comme ça aussi que je me suis, d'un point de vue éditorial, beaucoup plus concentrée sur l'aspect décomplexé. Tu vois, je me suis rendu compte que il fallait plus que expliquer la rédaction, le bénéfice de poster sur LinkedIn, ce que faisaient beaucoup mes concurrents finalement, enfin mes concurrents. Je préfère dire mes confrères et mes consoeurs, mais d'aller chercher vraiment l'aspect complexe. Moi, ce que j'aurais aimé lire sur le réseau finalement. Quand on me parle d'algorithme, est-ce qu'on parle de calcul d'algorithme pour dire à quelqu'un ça fonctionne comme ça ou c'est pas vraiment hyper intéressant d'expliquer quelque chose où on n'a pas vraiment de source sûre dessus. Je me suis dit, ma ligne éditoriale, elle va dans le sens de décomplexer des personnes qui ont envie de travailler et d'aller chercher leurs objectifs, certes, mais de travailler avec un consultant qui les accompagne là-dessus. Mm. Euh, j'ai il y a plein de questions sur des sujets sur lesquels je vais rebondir. Euh, Est-ce que donc là, en fait, tu as ce chemin de, au début, je poste beaucoup et ensuite, bah, à mesure que je prends en confiance, je gagne en assurance, j'ai des clients, je peux me permettre de bosser moins, enfin de publier moins, pardon. J'ai eu ce cas avec plusieurs freelances qui m'ont dit, bah, au début, moi, je publiais tous les jours et aujourd'hui, c'est plutôt un, deux par semaine. Donc, c'est un peu le chemin que tu as pris aussi. Mhm. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui sur LinkedIn, donc sans ton expérience, qu'est-ce que tu ferais en termes d'intensité, en termes de type de poste? Comment est-ce qu'on émerge aujourd'hui sur LinkedIn? Tu vois, parce que l'argument, enfin, on peut aussi te dire, bah tiens, t'as été là en 2021, quand ça a commencé à émerger, du coup c'est facile, t'es installé, on te connaît, etc. Comment tu fais quand tu démarres de zéro aujourd'hui? Déjà, je pense que tu as totalement raison. Effectivement, les indépendants comme toi et moi, on bénéficie du fait qu'on est là depuis le début où LinkedIn est intéressant pour le grand public. Donc forcément, on a une certaine autorité ou en tout cas, on a une habitude, on a une présence qui est ancrée. Donc c'est plus facile pour nous de réduire la voilure, on va dire, sur le contenu. Maintenant, pour des clients qui débutent, moi, mon conseil à chaque fois, c'est de commencer petit, quoi qu'il en soit, mais très quali. C'est-à-dire que euh, s'ils n'ont pas forcément besoin de clients à l'instant T, un poste par semaine, ça suffit. Mais par contre, effectivement, la ligne éditoriale, elle doit être très bien câblée. Il faut revoir avec eux à qui on parle. Parce que le but, c'est pas de publier sur LinkedIn pour publier, c'est de publier justement aux personnes qu'on vise. Donc, il y a tout un travail à refaire avec eux. Et bien souvent, ils commencent comme ça avec un poste par semaine parce que déjà, il faut commencer par en créer une habitude. Et un des plus gros problèmes qu'ils aient, c'est de la régularité. Donc, publier trois, quatre fois par semaine ou faire peut-être des challenges qui aident à publier, mais qui devient épuisant, à publier tous les jours pendant 30 ou 60 jours ou plus, c'est peut-être pas la bonne méthode dans le sens où je pense que à terme, ils pourront pas le maintenir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien les accompagner à dire
prenez confiance à faire un post par semaine. Et quand ils commencent à avoir vraiment la satisfaction de j'ai publié du contenu, ah ça m'intéresse, ah j'ai plein d'idées, ah je voudrais publier plus, c'est eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Dans ce cas-là, si tu veux publier 2 ou 3 fois, fais-le. Si tu dans des moments où tu as trop de boulot où ta vie personnelle ne te permet pas d'être là sur LinkedIn, redescends à un post par semaine. Mais finalement, l'idée c'est d'être à peu près là tout le temps et d'être ultra quali. Donc même si je devais recommencer à zéro, tu vois, je resterai un peu sur ce système-là, quoi. Si j'ai le temps et que je suis pas forcément dans la nécessité, c'est construire une image solide. Je publie peu, mais je publie très bien. Et je me mets pas de pression surtout là-dessus. Tu regardes tes stats aujourd'hui quand tu postes? Je regarde les stats, mais elles me mettent pas trop sous pression. Enfin, je veux dire, justement, moi je me dis toujours quand j'ai publié quelque chose, c'est que j'avais quelque chose à dire. Et que ça fasse 5 000, 10 000 impressions ou que ça fasse 1200 impressions, pour moi c'est la même chose. Enfin, je me dis, ça a été dit et c'est posé quelque part. Je suis comme tout le monde, je regarde les premières heures parce que j'ai publié et que je me dis, ah, ok, je vais répondre aux commentaires, est-ce que ça intéresse? Je suis comme tout le monde aussi, quand ça marche, j'adore. Mon ego est vraiment est encensé. Je me dis, waouh, j'ai fait un super post. Mais d'expérience, c'est pas les posts qui ont fait le plus d'impressions qui ont été les plus fédérateurs en termes de business. Donc, naturellement, en fait, maintenant, je m'en fiche. Par contre, une des choses qui est très addictive chez moi, c'est de regarder qui regarde mon profil. Ça, je le regarde le matin quand je me réveille, je regarde qui a regardé mon profil. Dans la journée, je check s'il y a eu des visites de profil. Je vais me coucher, je regarde s'il y a des gens qui ont visité mon profil. Ça, c'est vraiment c'est le truc qui m'obsède, c'est qui vient sur mon profil. Les Et donc, impressions, un peu moins, quoi. ouais. Et donc, tu as LinkedIn Premium. Tu, Oui, tu, tu dirais que ça les vaut, je sais pas combien ça coûte, mais juste pour voir qui voit ton profil? ouais. 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 Ça, effectivement. Effectivement, parce qu'on voit qui a vu notre profil depuis un post. Donc c'est pour ça, tu vois, moi je suis assez rassurée. Je me dis quand il y a ma cible qui vient voir un de mes posts alors que je sais pas, l'algorithme était un petit peu capricieux aujourd'hui ou cette semaine et le post, ça fait 2 heures qu'il est publié et il y a même pas 500, 600 impressions, mais que je vois qu'il y a 3 personnes qui correspondent à ma cible qui ont visité mon profil. Je me dis peu importe les impressions, je les Mm. vois, ils viennent, ils regardent, ils se posent la question, ils attendent. Je vais visiter leur profil, je me connecte, je vais voir un peu ce qu'ils font, je commente, je fais du contenu qui est susceptible de les intéresser, et puis à un moment donné, la magie opère, un message, bonjour, merci pour le contenu, et est-ce qu'on peut discuter? Voilà quoi, c'est quelque chose d'assez assez naturel. Donc effectivement, LinkedIn pour ça, pour le coup, moi on m'a souvent dit c'est un peu cher. En soi, je trouve que pour mon métier, ça reste un prix quand même raisonnable pour pouvoir justement avoir accès à cette information, voir arriver mes prospects et pouvoir un petit peu mieux justement orienter mon contenu ou mon réseautage envers les personnes qui sont intéressantes et qui sont intéressées. Mm. Ouais, intéressant. Il y a d'autres fonctionnalités de LinkedIn Premium que tu trouves euh, intéressantes ou pertinentes dans une activité comme la tienne? Oui, les bannières, par exemple, le fait qu'on puisse en mettre plusieurs maintenant, quand tu as de l'actualité, du coup, tu peux te permettre du coup d'avoir un peu plus, bah voilà, ton slogan, ta newsletter, enfin ton offre, peut-être ton actualité si tu es invité à un événement ou quoi. Le fait de pouvoir sélectionner du contenu aussi et de mettre autre chose que des liens et des posts, pouvoir rajouter des recommandations, peut-être épinglées tout en haut. J'ai vu que tu Euh, l'as fait et ça donne très quali, je trouve, quand tu arrives sur le profil. Ouais, Mm. merci. Mais ouais, moi je trouve que c'est bien parce qu'en fait la preuve sociale dans nos métiers, elle est hyper importante. Donc pouvoir ajouter, épingler des recommandations tout en haut, parce qu'elles sont encore vraiment tout en bas du profil, je trouve que ça a une valeur ajoutée. Le fait de pouvoir aussi rajouter dans la rubrique, dans la section service,
de pouvoir afficher les médias de tes services, ça rend, ouais, c'est tout de suite un petit peu mieux aussi. Donc il y a plein de choses comme ça, je trouve, qui ont du sens, ouais. C'est qui ta cible aujourd'hui sur LinkedIn? Comment tu la définirais? Et comment tu définis ton positionnement? Ouais. Je commence par quoi? La cible. Comme tu veux. Les deux sont liés, mais ce que tu veux. La cible, moi aujourd'hui, du coup, je travaille beaucoup plus avec les indépendants qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas nécessairement besoin de clients le plus vite possible. C'est des personnes qui ont souvent un bon chiffre d'affaires, enfin qui travaillent depuis un moment, soit depuis sur leur réseau historique, soit par le bouche à oreille, et qui sont sur LinkedIn parce que tout le monde y est, mais qui font pas grand-chose. Mais qui se rendent compte avec le temps que eh ben, un client perdu qui se renouvelle pas, eh ben, il faut aller en chercher d'autres. Un peu comme moi, finalement, eh ben, ils aiment pas ça, prospecter, et ils n'ont pas du tout envie de le rajouter dans leur planning, mais ils se disent qu'effectivement, ça fait des années qu'ils sont à leur compte, qu'ils travaillent, et que bah, ça vaudrait le coup de commencer à parler sur LinkedIn, mais ils savent pas vraiment comment le faire. Donc, c'est des personnes aussi qui ont un œil critique, je dirais, sur LinkedIn. Donc, ils aiment pas trop les injonctions, ils aiment pas trop le personal branding. M'as-tu vu trop j'étale ma vie privée. C'est des personnes assez discrètes de base et donc du coup qui ont envie euh, de communiquer sur LinkedIn, mais avec voilà, de maintenir un peu leur exigence professionnelle, leur réputation déjà créée dans la vraie vie, qui veulent pas du tout surfer sur des tendances, mais qui veulent des opportunités qualifiées par une présence qui leur bouffe pas de temps supplémentaire. C'est des personnes aussi, tu vois, qui, d'une certaine manière, aiment bien la marque personnelle parce que c'est un moment où tu vas faire une certaine introspection, un moment où tu vas faire le bilan de toutes tes réalisations, de tout ce que tu as fait de bien à ton compte et où tu vas pouvoir le valoriser. Donc, c'est même, tu vois, deux choses à faire en même temps. C'est se dire, je fais le bilan sur moi-même et j'en profite pour lancer ma communication dessus. Donc c'est vraiment ça ma cible maintenant, c'est les indépendants qui du coup veulent se servir de LinkedIn pour alimenter, pour pérenniser leur activité, mais qui en soi n'en ont pas un besoin crucial. Voilà, ils n'attendent pas 3 leads tous les mois. Aussi, ils en ont 3 dans l'année, mais des très bons clients qui vont pouvoir garder et voilà, rajouter. Peut-être s'il leur manque une journée de travail dans le planning, ils sont déjà bien contents avec le minimum finalement qu'ils auront fait en publiant une fois par semaine, en connaissant un petit peu mieux les fonctionnalités de LinkedIn qui rentrent dans leur usage et pouvoir le faire un peu sans complexe et voilà, et que ce soit vertueux. Donc ça c'est ma cible du coup. Et comment tu définirais ton positionnement? Et ben mon positionnement, justement, c'est d'être une consultante un peu à contre-courant, qui prône pas les injonctions qu'on peut voir sur le réseau de il faut publier un max, il faut raconter un maximum sa vie pour faire un maximum de likes. Voilà, moi je me mets à leur place et je me dis juste que encore une fois, je voudrais qu'on puisse me conseiller sur quelque chose, ne pas jouer un rôle en fait, c'est me montrer sous mon aspect professionnel le plus vertueux et en faire pas beaucoup et avoir ce dont j'ai besoin pour continuer comme ça. En fait, finalement, c'est juste se positionner comme un consultant qui sait ce qu'il fait et qui sait ce qu'il dit et qui a l'épreuve vraiment qui a l'image de ce qu'il prône, tout simplement. D'être positionné, voilà. Moi, je communique rarement, tu vois, sur des positionnements d'influence ou quoi que ce soit parce que justement, ça n'est pas mon positionnement et ça n'est pas les clients que je recherche. Donc, il faut être, je pense, à l'image des clients qu'on vise. Ouais. Du coup, tu disais que LinkedIn, c'est ta source de clients, ton unique source de clients, j'ai envie de Hmm. dire. Du coup, combien d'heures par semaine, par jour, tu dédies?
C'est quoi le niveau d'effort que tu mets? Aujourd'hui, c'est juste un post. Enfin, tu me diras, mais est-ce que ça a évolué dans le temps? Est-ce qu'au début, tu mettais beaucoup et là, ça a réduit? Comment tu Ouais. fais? Le temps que je passe sur LinkedIn, tu veux dire, c'est ça? Pour toi, ta com à toi, dans le but d'attirer des prospects? Ah, euh, je pense une demi-journée par semaine. Dans ma com, ouais, on peut se dire quand j'écris un post pour moi, ouais. Mais en vérité, c'est difficile à jauger parce que moi, dans mon emploi du temps, au cumul, je travaille jamais plus de 3 jours par semaine pour des clients. Et j'ai, on va dire, les 2 jours restants, je les dédie soit euh, à ma R&D, je vois d'une certaine manière, j'ai envie de l'appeler comme ça, si je peux dire. Euh, c'est plus par exemple développement de l'IA, aller chercher des outils, essayer des choses, voir comment ça s'incrémente pour moi, pour eux, pour mes clients. C'est vraiment de la recherche et développement et souvent c'est sur l'intelligence artificielle. Et il y a une journée où, voilà, c'est pas proprement un jour, mais il y a des heures et des moments où je les dédie un peu plus sur moi, ce que je veux, comment je réorganise mes offres. Est-ce que je rajoute quelque chose parce que je me suis rendu compte que ça a manqué pour un client? Quels sont les sujets que j'ai envie de lister, que j'ai envie d'aborder prochainement? Ma réflexion aussi, tu vois, de sortir marcher, de plus en plus, ce que je fais, c'est que je m'enregistre, je me force à parler tout haut, à être ma propre consultante, en fait, d'une certaine manière. Et je parle de tout ce qui m'agace sur LinkedIn ou tout ce que je voudrais voir déployer ou voilà. Et en fait, toute cette base-là, après, ben, ça me sert à moi pour me dire, ben, je me rends compte que tel sujet m'intéresse plus que d'autres, donc c'est de ça dont je vais parler ce mois-ci, notamment en newsletter ou en post, quoi. Hmm. Ouais, intéressant. C'est vrai que les bonnes idées, en fait, elles sont jamais quand elles sont dans ton ordi. Elles sont quand tu fais des choses, quand tu marches, quand tu te balades, quand tu. Et j'ai envie de dire, même tes bonnes idées, en fait, c'est des idées qui n'ont pas l'air d'être des idées. Tu sais, c'est des C'est réflexions où tu exactement ça. t'agaces, où tu as des réflexions, où tu te perds dans des pensées. Et c'est là, en fait, que tu as une matière qui est intéressante. C'est exactement ça. Et je pense que ça, par exemple, tu vois, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à me dire que le travail, c'était pas forcément quand on est devant son ordi et que on s'est mis une plage horaire pour bosser sa création de contenu. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un espace mental, en tout cas pour moi, hein, que c'était un espace mental que je me dédiais tout simplement. Et ça passe par plein de choses. C'est tu vas au sport, t'écoutes de la musique, une musique elle t'inspire sur quelque chose, ou t'as lu un livre et t'as envie d'aller explorer beaucoup plus ça. T'as discuté, t'as pris un café avec un entrepreneur et en fait finalement bah, tout le reste de l'après-midi tu vas même pas du tout bosser parce que tu es dans tes idées et que c'est en train de cogiter dans ta tête. Et c'est plutôt un espace mental pour moi, qu'il faut se laisser et se donner. Et c'est moins du travail effectivement appliqué et effectif, mais ça reste effectivement, je pense, en tout cas ma méthodologie pour voir, pour naviguer moi dans mon entrepreneuriat, vers quoi je vais. Et des fois prendre le temps, tu vois, de me dire ça je veux plus. C'est ce que je te disais finalement au début, tu vois, de notre échange. C'est au fur et à mesure du freelancing, tu finis par te faire un peu des points mensuels avec toi-même, comme des points annuels, tu sais, voilà, ton entretien annuel, c'est, étant donné que tu es ton propre patron et ton propre employé, des fois tu te poses et tu dis, non, non, ça j'aime plus, donc il faut que je trouve un moyen pour l'enlever, ou ça j'adore, il faut que je me dédie du temps, ou il faut que j'aille explorer beaucoup plus. C'est des échanges avec soi-même et il faut avoir le temps de le faire. Chose que j'avais pas quand je travaillais 5 à 7 jours sur 7 parce que j'étais au maximum dans les livrables clients. Hmm. Ouais. Ouais, super intéressant ce truc de essayer de dédier, ouais, moi je dis 3 à 4 jours maximum pour tes clients et au moins avoir un voire 2 jours comme tu fais pour Mm. toi, ne serait-ce que parce qu'en fait si tu es constamment en train de livrer des clients, bah, déjà c'est ultra fatigant. Mm. On s'en rend pas compte mais c'est fatigant de livrer des postes et enfin voilà. Et puis t'as pas le temps de faire ta com à toi. Donc en fait bah, elle passe à la trappe et du coup le jour où tu perds un client, bah, d'un coup tu te retrouves le bec dans l'eau. Donc c'est bien de Mm. toujours
anticiper. Et du coup, toi, comment est-ce que tu t'organises sur une semaine ou une journée? Est-ce que tu as des plages horaires types, tu as des routines, ou est-ce que c'est plutôt un peu comme tu le sens? J'essaie quand même un minimum de me cadrer, mais je vois bien qu'il y a des semaines où je suis incadrable, tu vois. Donc du coup, d'où l'intérêt d'être à mon compte. Parce que s'il fallait repartir sur du salariat, ça serait très compliqué, tu vois, effectivement, d'arriver à avoir des semaines ultra cadrées. J'aime bien commencer mes semaines par du temps pour moi. Tu vois, c'est un peu le luxe de freelance que je me dis, c'est le lundi. C'est pas une journée où je traîne des pieds parce que c'est la reprise après le week-end. C'est une journée qui démarre tranquillement pour moi. Je me mets pas de rendez-vous. J'évite, en tout cas au maximum, de mettre des rendez-vous le lundi. Et s'il y en a, c'est plus le lundi après-midi. Mais le lundi matin, j'aime bien aller marcher. J'aime bien voilà pouvoir avoir le temps de la réflexion. Commencer ma semaine en me disant qu'est-ce que tu veux cette semaine? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont tes aspirations? Comment tu te sens? Est-ce que tu es fatigué? Qu'est-ce que tu ferais mieux ou qu'est-ce que tu ferais pas? C'est c'est un petit moment, on va dire, avec moi-même pour lancer la semaine. Donc j'aime bien déjà faire ça au maximum, que le lundi, ça soit pas sur le pied de guerre. Mm. Et puis après, autrement, bah, ma semaine, elle est en fonction des clients que si j'ai des visios, c'est plus en fonction de leur emploi du temps que le mien. J'essaye voilà, de mettre les rendez-vous plus entre le mardi et mardi, mercredi, jeudi. Pareil, le vendredi, tu vois, je pense que c'est un luxe de freelancing. C'est le moment à la limite où je vais peut-être terminer ce que j'ai pas eu le temps de faire dans ma semaine, mais où j'essaye de pas avoir trop de rendez-vous clients. C'est je termine s'il y a des livrables, s'il y a des choses. Et le samedi, pour le coup, alors moi, mon conjoint travaille le samedi, donc j'ai toujours une semaine. Enfin, le vendredi, je termine des choses, mais souvent il est de repos, donc c'est plus ou moins mon samedi avec lui. Et le samedi, quand il travaille, c'est ma journée R&D. Ok. Parce que c'est le moment où il y a personne dans mes pattes à la maison, il n'y a pas les clients parce qu'ils sont en week-end et qu'ils ont une vie, et donc du coup, je peux tester beaucoup de choses. Voilà, c'est à peu près mes semaines. Finalement, tu vois, les clients, les livrables clients, ils sont plus le mardi, mercredi, jeudi. Et en ce moment, vers quoi te conduit ta R&D? Tu en as parlé, c'est l'IA. Qu'est-ce que tu regardes avec l'IA? Est-ce que tu l'impliques dans tes process? Alors, j'ai vu que c'est le cas, mais j'aimerais bien que tu nous en parles. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, comment tu utilises l'IA? Je l'utilise à plusieurs niveaux. Déjà, je dirais que la première révolution, c'est la prise de notes. Je trouve ça dingue. Ça a totalement révolutionné ma façon de travailler avec les clients parce que j'écris plus, je prends plus des notes, j'écoute totalement et Mm. je passe beaucoup plus de temps à poser des questions et à écouter et à être dans l'échange plutôt que de me dire il faut pas que j'oublie tel mot ou telle idée. Donc ça, c'est génial. Je m'en sers comme je te disais, comme je te expliqué tout à l'heure, quand j'ai besoin de brainstormer, vu que je suis toute seule, ben je parle tout haut. Et en fait, d'avoir cette transcription, après c'est de la matière que je peux donner à l'intelligence artificielle. Ça m'aide à, voilà, l'intelligence artificielle dans mon métier, je trouve que ça a ce pouvoir synthétique, cette puissance synthétique qui fait gagner déjà énormément de temps et de clarté dans toutes les pensées qu'on a dans la tête. Après, je m'en sers en rédaction et ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup occupé cet été parce que bah, je me rendais bien compte, et notamment sur LinkedIn, hein, euh, que l'intelligence artificielle, quand on s'en sert mal, et ben ça standardise tout et c'est horrible en fait. Tu vois, tu lis que des choses, ça te fait saigner les yeux. Il n'y a pas de fond. Enfin, c'est dommage. Et moi, j'avais vraiment besoin en R&D, disons, euh, de former l'intelligence artificielle à mon phrasé, d'en faire un vrai assistant. Donc j'ai fait ça à fond tout l'été. Euh, J'en parlerai bientôt dans des contenus, mais c'était même hyper intense parce que plus je me rendais compte de ce que l'intelligence artificielle pouvait faire et plus j'en exigeais plus, au point, tu vois, de dormir, mais en me réveillant, en me disant, ah, j'ai une idée, il faut que je la note, il faut que je refasse ça sur le, c'était fou. En fait, ça me faisait gagner du temps et en même temps, ça me plongeait dans un,
dans un chaos de pensée mécanique. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était 2, 3 semaines un peu compliquées parce que euh, j'étais vraiment à fond dedans. Après, jusqu'à ce que finalement, tu vois, je finisse par me rendre compte que c'était une bonne chose parce qu'en parlant à un entrepreneur, il me dit oui, mais cette frénésie là sur l'apprentissage en ce moment que tu as sur l'intelligence artificielle, la dernière fois que ça t'a fait, la dernière fois que tu as ressenti ça, c'était quand? Mm. Et je réfléchissais, tu vois, j'avais même pas la réponse. J'étais là, ben je sais pas, je crois pas avoir eu envie d'en apprendre toujours plus ou de rechanger ou d'être à fond dans un sujet. Il y a des choses qui m'intéressent, hein, mais la frénésie dans laquelle ça m'a plongée, d'aller toujours plus loin avec l'intelligence artificielle, c'était la première fois, mais depuis bien longtemps, autant que je m'en souvienne, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était quand même bien dans le sens où il y avait beaucoup de choses à faire. Ça m'a permis du coup, tu vois, de créer des assistants, d'abord pour moi, fidèles à mon phrasé, de savoir qu'est-ce que je pouvais mettre dans le prompt pour que ça soit le plus fidèle possible. Je me suis rendu compte, moi qui n'ai jamais voulu avoir justement d'équipe, de collaborateurs, que je commençais à avoir cette appétence à former. Parce que quand tu crées un GPT, finalement, tu formes un assistant. C'est un peu comme si tu faisais un onboarding dans ta société avec voilà, une nouvelle recrue. Tu es obligé de tout lui expliquer, il ne peut pas savoir. Et donc, du coup, ça m'a forcé à faire beaucoup plus d'introspection sur moi, beaucoup plus à cadrer ce que je voulais. Et ça, je trouve que c'était vraiment génial. Donc, je l'ai fait pour moi et je l'ai fait ensuite pour des clients. Je continue là-dedans parce que l'intelligence artificielle va même beaucoup plus vite que nous. Les vagues se succèdent. Enfin, voilà. Chaque semaine, il y a une nouveauté. Chaque semaine, il y a un nouvel outil ou quelque chose à tester. Donc, j'essaye de pas trop m'éparpiller parce que on peut pas tout faire. Euh, mais il faut quand même avoir la curiosité de savoir ce qui se fait. Ou en tout cas, voilà, de connaître un minimum les avancées. Donc, c'est ce qui m'occupe un petit peu plus. Pour autant, là, tu vois, je me dis que ça pourrait être bien de tester les agents. Mais voilà, j'en suis encore un petit peu. Je suis dans l'intention encore de me dire quel- pourquoi j'en ai besoin. Parce que je trouve que finalement, les intelligences artificielles, comme tout autre outil, hein, d'ailleurs, hein, tout outil dont on peut avoir à sa disposition pour bosser, si tu mets pas l'intention derrière de pourquoi tu en as besoin, après tu te retrouves avec 1000 gadgets autour de toi. Et 1000 gadgets, ça n'a jamais fait gagner du temps. Au contraire, ça t'éparpille mentalement. Donc maintenant, tu vois, je me dis plus, mes journées en R&D, c'est il y a ça de nouveau, c'est possible de faire ça. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va pas me servir? Si je m'en sers comment? Tu vois, le principe de créer des agents, on s'en fout de créer des agents. C'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comment ça va s'intégrer dans mon process? Est-ce que c'est bon pour mes usages? Si c'est voilà, si c'est un effort de le faire, enfin de l'intégrer dans mes usages, c'est que c'est pas bon. C'est que je suis déjà en train de perdre du temps pour rien. J'en suis dans l'intention. En ce moment, c'est plus de la R&D euh, process. Qu'est-ce qui va vraiment s'incrémenter chez moi ou pas? Ou qu'est-ce qui pourra intéresser peut-être des clients? Là, je regarde des outils. C'est même pas pour moi. C'est plus pour un client que pour moi finalement. Parce que moi, je sais que j'en aurais pas besoin. Et du coup, aujourd'hui, quand tu écris un post, euh, soit pour toi, soit pour un client, peut-être que c'est différent, peut-être que c'est la même chose, à quel point est-ce que tu impliques l'IA, que ce soit dans l'idée, la rédaction, le visuel, la publication? Eh ben, comme je te disais, déjà, l'intelligence artificielle, elle prend les notes dans l'échange. Donc, du coup, la transcription, voilà, c'est déjà fait par intelligence artificielle. Cette transcription, ensuite, moi, je la travaille dans un GPT que j'ai fait autant pour moi et des spécialisés que j'ai fait pour mes clients. Donc, du coup, je vais travailler plutôt dans des projets. Moi, je travaille sur ChatGPT. Je travaille dans des projets pour lui donner la matière et lui donner les indications en marque personnelle, en objectif, en persona, et de lui dire d'aller me dégrossir la matière. Mais au fond, la matière dans la transcription, elle y est déjà parce qu'en fait, finalement, tu passes beaucoup plus de temps à orienter tes questions dans ce qui te paraît intéressant que tu vas vouloir faire en poste. Et donc, du coup, bah, il me sort tout ce que je veux. À partir de là, si c'est pas suffisant pour moi, et c'est rarement suffisant d'ailleurs, parce que c'est là qu'on voit
finalement la valeur ajoutée des consultants, c'est d'avoir l'exigence d'aller au-delà de ce que l'intelligence artificielle, elle te pond de façon très simple. Et une fois que j'ai vraiment les sujets qui me paraissent être les plus exploitables pour mon client, là, je les passe du coup dans un GPT que j'ai créé à son image, vraiment sur sa marque personnelle, avec son phrasé, avec sa typologie de poste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais moi finalement, aller travailler la typologie. Et une fois que c'est tout indexé dans son GPT, j'ai le sujet, je le passe et j'ai un poste. Encore une fois, si j'ai besoin de plus d'exigence, je vais en redemander plus, ou je vais faire deux, trois détails, voilà, changer. Et ensuite, c'est à peu près bon. Je le soumets à mon client me dit ce qu'il en pense. S'il y a des corrections à faire, je repasse les corrections et le travail est ainsi fait. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui dans mon métier, elle est vraiment très, 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 très bien intégrée, ouais. Et tu le fais pour tous les postes ou il y a encore des postes que tu fais toi-même à la mano? Je le fais quasiment pour tous les postes. Euh, les seuls postes que je fais pas, en tout cas à titre personnel, les postes que je fais pas, moi j'ai l'habitude de faire un poste annuel sur le jour du décès de mon frère. Ça, c'est un poste que j'écris moi parce que c'est une écriture, c'est un exutoire. Enfin, ça, c'est vraiment une plume que j'ai envie d'avoir. C'est pas un poste business ou quoi que ce soit. Donc ça, je le fais moi-même. Mais sinon, pour tous les postes, aujourd'hui, je les passe avec effectivement l'intelligence artificielle, si tant est qu'il y a une bonne matière justement que je suis allée chercher et une stratégie de contenu qui est déjà indexée dans les consignes, effectivement. Ok. Autant pour moi que pour mes clients, du Ouais, coup. ouais. Il y a deux questions qui me viennent. Du coup, est-ce que tu considères que l'IA te fait gagner du temps dans le process? Elle me fait gagner énormément de temps, ouais, dans l'écriture. Finalement, moi, je passe beaucoup plus de temps à m'intéresser aux clients et à ce qui Mm. pourrait être plus intéressant, plus lisible sur LinkedIn et à orienter un peu finalement cette ligne édito et aller chercher la matière. Je dirais que mon métier aujourd'hui, c'est d'aller chercher la matière et de l'orchestrer. La rédaction, la prise de notes et la rédaction, du coup, ça peut être fait par l'intelligence artificielle. Et pour le coup, avant, c'était ce qui me prenait 80% du temps. Mm. Aujourd'hui, j'ai plutôt échangé les deux. Je passe plus de temps, effectivement, à réfléchir à ce qui va être opportun pour mon client. Lui qui connaît pas forcément le LinkedIn, c'est de me dire qu'est-ce qu'on voit moins en création de contenu, qu'est-ce qui serait intéressant chez lui d'aller défendre sur le réseau. Et ça, du coup, c'est une qualité plus de réflexion. Voilà, je passe plus de temps à réfléchir qu'à écrire le post finalement. Ouais, je trouve ça super intéressant. Tu vois, ça illustre bien le fait que la valeur du ghostwriter, même du copywriter, du writer, elle se déplace. Avant, ta valeur, Exactement. c'était ta force de travail dans le sens où tu écrivais un texte, ça prenait du temps, donc on paye ce temps-là. Aujourd'hui, on te paye parce que tu as des idées, parce que tu comprends ce que veut faire ton client, tu comprends où va la plateforme, tu comprends son marché, ses clients à lui, et tu arrives à orchestrer tout ça avec un livrable fait, co-fait avec l'IA et Mhm. qui lui convient, quoi. Et du coup, Exactement. la question un peu provoque que j'ai pour toi, tu en pourrais se dire, si les prestats te prennent moins de temps, est-ce que tu as baissé tes tarifs? J'ai légèrement baissé mes tarifs en Ah, ghostwriting, ouais, mais je je les pensais ai pas que tu augmentés aurais en dit oui dessus. accompagnement. Ok. Je les ai Pour cette augmentés en raison? accompagnement. Ah, pardon? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est pour cette raison que tu as baissé tes tarifs? J'ai baissé les tarifs parce que je pense qu'au départ, ouais, je me suis dit ça me prend nettement moins de temps, donc je peux en faire plus. En fait, déjà, moi, je considérais que j'étais chère, enfin chère, que je faisais partie des plus chères. Donc, quand il y avait justement ce temps dédié sur la presta, euh, je culpabilisais vraiment pas. Je me disais, bon, bah, ça me prend énormément de temps pour faire le brief, pour ensuite étayer mes idées, pour ensuite les rédiger. Le temps, c'est de l'argent. C'est comme ça. Maintenant, quand je vois comme ça m'a fait gagner 80% du temps, je trouve ça à peu près normal que le temps, il soit, que la presta, elle soit moins chère. Donc, j'ai baissé mes prix en ghostwriting. Mais moi, le ghostwriting, au fond, euh,
il y a peu de clients aujourd'hui qui me demandent d'écrire leur post. Je fais beaucoup plus mon chiffre d'affaires sur l'accompagnement, comme je te disais, sur le fait que les gens ils veulent apprendre et ils veulent en faire pas beaucoup. Et moi, ça me va mieux finalement en fait, parce que j'aime mieux avoir travaillé une qualité de communication personnelle avec une personne plutôt que de faire des livrables. En fait, quand je suis ghostwriter, je suis exécutante d'une certaine manière. Alors qu'en étant dans l'accompagnement, il y a plus de challenge, j'aime beaucoup mieux. Donc, c'est quelque chose que je continue à faire parce qu'il y a des clients qui veulent pas avoir à faire du tout leur communication. Et donc, je le fais. Mais aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, voilà, il est beaucoup plus porté sur l'accompagnement à la personne, du coup, sur LinkedIn que sur le ghostwriting. Ouais, ok, hyper intéressant. J'ai deux questions du coup. J'ai plein de questions, mais il y en a deux par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est tu disais que tu étais dans la fourchette haute des prix déjà du marché. Tu Mm. peux nous donner un aperçu, à peu près une fourchette de prix? J'étais à 195 € par poste. Ok. Et là, tu as un petit peu baissé, tu dirais, sur la dimension Ouais, là, on est personnelle. autour de 120. Ok. Et l'autre question porte du coup sur ta casquette, enfin celle que tu prônes, dans celle de consultante. À quoi ça ressemble une offre type si tu n'es pas uniquement dans la production? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi les livrables que reçoit un client à toi? Ouais. En fait, bon, là, ça va, c'est justement, j'ai profité de mes journées de R&D. Ça va changer en 2026, mais globalement, un accompagnement, pour moi, ça passe par six modules. Déjà de découverte du client, de se rendre compte un peu où est-ce qu'il se situe dans enfin, comment il appréhende LinkedIn, qu'est-ce qu'il aime pas, comment il se définit, comment il parle de sa cible, justement, de son persona. Et en fait, c'est des choses où tu te rends compte que finalement, les indépendants, c'est un exercice qu'ils font beaucoup pour leurs clients, mais qu'ils ne font pas pour eux. Et donc, en fait, tu vois, déjà, cette première séance, moi, elle me montre à peu près où en est la personne et même où en est son estime et son curseur de valeur par rapport à elle-même. Où en est son syndrome de l'imposteur, où est-ce qu'elle est confiante, où est-ce qu'elle l'est pas, et comment il va falloir l'accompagner. Moi, j'aime en fait cet accompagnement personnel justement parce que il y a 6 modules, mais finalement tout le monde n'avance pas, tout le monde, voilà, il n'y a pas une personne qui se ressemble et qui a les mêmes, même s'ils ont à peu près tous les mêmes difficultés, ils les ont pas au même curseur. Donc il y a déjà un petit peu tout cet approfondissement pour savoir ce qu'on peut aller chercher en marque personnelle. Et souvent, rien que d'une première conversation, déjà, je me dis, c'est étonnant, tu m'as dit ça, ça, ça et ça, mais tu t'en sers pas, tu te valorises pas là-dessus, tu n'y vas pas. Et donc, tu vois, c'est déjà des prises de conscience. Après, il y a le fait d'arriver sur un deuxième module qui est l'optimisation déjà aussi de profil. C'est-à-dire, donc, tout ce qu'on s'est dit précédemment, je vois pas du tout ça sur le profil. Donc, il faut faire des ajustements et tout retravailler pour que ça soit déjà une meilleure vitrine de ce que tu présentes. Parce que ce que tu ne dis pas n'existe pour personne. Donc, personne ne saura jamais le fond de ta pensée finalement, vu qu'elle n'est pas marquée nulle part. Ensuite, il y a le fait aussi de travailler sur le système. Du coup, qu'est-ce qui fait pour toi un bon système, une routine, je dirais, sur LinkedIn qui réponde à ton propre usage en fonction de comment tu te connectes, qui est-ce que tu regardes, comment tu veux créer ton réseau, est-ce que tu connais voilà, les petites astuces de LinkedIn pour aller chercher un réseau ultra quali sur ce que tu veux vraiment et pas juste envoyer au hasard, voilà, ou sur une trop grosse cible, voilà, juste, tiens, moi je travaille avec les CEO, ben, je vais envoyer des demandes à tous les CEO. On va pas s'en sortir, c'est trop large. Il faut arriver à aller chercher un peu plus ça, donc un système de réseautage. Je pense que les gens, il faut leur, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est finalement LinkedIn, on se focus sur deux, trois fonctionnalités alors qu'il y en a plein. Et quand tu finis par les connaître, finalement, tu te dis, tu passes moins de temps sur LinkedIn, mais tu fais des actions beaucoup plus pertinentes. Et puis il y a la stratégie de contenu du coup, parce que du coup sur un autre module, eh ben, ça fait déjà 3, 4 fois qu'on se parle et finalement, ben, euh,
de simples conversations, bah, tu expliques où sont tes réalisations, tu expliques où sont tes victoires, tu expliques ta fierté. Et même ça, tu vois, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans mes journées R&D, on parlait d'intelligence artificielle, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à la PNL. Parce que finalement, c'est quand tu commences à poser les bonnes questions aux gens que tu te rends compte de leurs réponses et de où sont leurs points de blocage, où sont leurs omissions, où sont, tu vois, les moments, de quoi ils sont fiers et de quoi, au contraire, voilà, ils ont la pudeur de pas vouloir parler. Et en fait, quand tu cernes bien quelqu'un comme ça, finalement, tu commences à savoir un peu bah, tout ce qu'il faut pour orienter une ligne éditoriale à destination des personnes qui veulent vraiment cibler. Et bien souvent, c'est même, tu vois, des indépendants qui se rendent pas compte que, ah ben moi, je m'adresse à telle personne, mais en fait, j'ai toujours rêvé d'aller vers telle cible. Go. Donc, qu'est-ce qui t'en empêche? Allons-y. Et voilà. Après, c'est plutôt une ligne éditoriale que je leur propose. Donc, tu me parlais de livrables. Ils ont un espace sur lequel toutes nos conversations enregistrées et retranscrites par l'intelligence artificielle est accessible. Donc, ils peuvent retourner voir l'information. Ils peuvent, voilà, ils ont toute la matière systématique. Et à la fin, du coup, je leur fais vraiment une synthèse où ils ont ben, leur persona, leur why, leur objectif sur LinkedIn, leurs leur piliers éditoriaux, là où ça serait intéressant de les entendre de les voir prendre la parole, surtout par rapport à leur concurrence, finalement, tu vois. Parce que dans l'idée, c'est de se dire, bah, les autres font comme si, mais toi, tu, c'est pas ce que tu veux. Donc positionne-toi là où tes concurrents ne sont pas parce que tu vas pouvoir justement être beaucoup plus visible sur ce sujet-là selon ton propre prisme. Et finalement, voilà, c'est une ligne éditoriale et un usage de LinkedIn qui leur est livré de façon assez personnalisée. Une fois qu'ils ont validé ça dans leur stratégie éditoriale, eh ben, je leur livre un GPT. C'est-à-dire que moi, je travaille un GPT en me disant, bah, puisque la ligne éditoriale, tu l'as validée, je vais t'écrire les 4 premiers posts. J'écris les 4 premiers posts. Si ça leur va, tant mieux. Si ça leur va pas, on corrige ensemble et c'est de la co-rédaction. Une fois qu'ils ont leurs 4 premiers posts, moi je réindexe du coup les ajustements sur leur GPT en fonction de leur retour et je leur fais créer leur GPT dans leur compte ChatGPT. Donc ils ont les 4 premiers posts pour commencer à se lancer à raison de un post par semaine, tu vois. Et ils ont leur GPT avec une ligne éditoriale avec des posts pour les 2 mois à venir pour pouvoir eux-mêmes prendre la main et commencer à écrire. Et on se voit ensuite pour faire un suivi sur, bah, on fait le point sur les 4 posts que tu as publiés, on fait le point, on peut relire ensemble les posts que tu as retravaillés avec ton GPT, et let's go. Et finalement, jusque-là, ça s'arrêtait ici. Et depuis un mois et demi, justement, les derniers qui ont donc eu l'accès au GPT me demandent si je peux faire plus d'accompagnement. Donc, à partir de janvier, l'accompagnement, il passe, au lieu d'être sur 6 semaines, enfin étalé finalement sur 3 mois, parce que l'ajustement, on le fait un mois plus tard, ben je le fais sur 6 mois. Parce que du coup, ils ont encore du coup 4 mois pour faire eux-mêmes, mais avoir toujours mon retour 2 heures par mois sur leur ligne édito et sur leur avancement sur LinkedIn. Donc c'est encore une fois, tu vois, même avec l'intelligence artificielle, on voit bien qu'ils ont besoin justement de l'appui Mm. je dirais plus du mentorat d'une personne plus compétente qu'eux, plus à même de les guider sur LinkedIn pour vraiment rentrer en autonomie, mais plus rassuré, quoi. Hyper intéressant. Hyper intéressant Je l'avais pas encore entendu je livre un GPT personnalisé à mon client. Alors que c'est propre à ce que tu vends, mais je trouve ça très smart. Et j'ai deux questions. La cible indépendant, donc qui est un peu les personnes que tu cibles, je trouve que elle est super intéressante et sympa et plaisante à bosser pour plein de raisons. Mais il y a souvent la question du budget. Parce que j'imagine que tes prestations, tu factures un tarif plutôt, je vais dire élevé, mais un tarif voilà, que tous les indépendants ne pourraient pas se le permettre. Tu vois. Mhm. Donc, tu as l'impression que, j'imagine que c'est le cas, mais que le marché potentiel des gens qui pourraient payer ta prestation, il est assez large. Ouais, ouais, je pense que, enfin, écoute, j'ai encore pas eu de soucis et comme je te disais,
Quand j'ai commencé les accompagnements, j'ai commencé, ils étaient à 1 200 euros. Aujourd'hui, ils sont à 3 600 sur les 6 mois. Et s'ils veulent vraiment un accompagnement à l'année, on est plus sur du 5 000 euros. Mais en vérité, les personnes que je cible, enfin les indépendants que je cible sont des indépendants qui ont envie d'investir sur eux à un moment donné et qui veulent pas tomber dans les travers justement de LinkedIn. Ils ne sont pas rassurés finalement. Et en soi, c'est un budget, mais c'est un budget qu'on investit de la même manière quand on prospecte. Ça coûte quelque chose. C'est selon en fait ce que tu veux bien faire. Si tu prends, voilà, si tu te formes à la prospection ou si tu prends un bizdev ou si tu passes par d'autres services, ça coûte quelque chose. Dans tous les cas, c'est un investissement à faire et se dire qu'en fait, LinkedIn aujourd'hui, c'est une montée en compétences parce que les gens apprécient autant qu'ils le craignent. Intéressant. Et en fait, du coup, tu vois, c'est un peu surmonter finalement sa peur, c'est un peu se valoriser. C'est aussi un moment où, moi, de tous mes accompagnements, tu vois, les gens en sont toujours sortis en mode, euh, je voulais monter en compétence sur LinkedIn et être autonome en stratégie de contenu. Mais en fait, j'ai eu beaucoup plus, enfin, j'ai récupéré euh, une confiance en moi, une introspection, tu vois, tout cet aspect introspectif, il est bon pour le professionnel, mais il est bon aussi pour le personnel. C'est-à-dire qu'on a tous à un moment, tu vois, besoin de s'arrêter et de se faire le bilan de ce qu'on a accompli et de se sentir fier. Et la communication, en fait, sur LinkedIn, c'est communiquer fièrement envers les autres pour attirer des bonnes opportunités et se rendre compte qu'on n'a pas, voilà, on est légitime de faire ce qu'on fait. Et même ça, tu vois, si tu devais comparer, je ne suis pas psychologue, mais combien ça coûte d'être suivi du coup par un professionnel psychologue pour gagner confiance en soi à titre personnel, plus mettre en place des actions de prospection pour son professionnel. Quand tu peux faire les deux en même temps, finalement, oui, c'est un moment où finalement, ben, ça concerne pas tous les indépendants, mais ça concerne tous les indépendants qui ont compris qu'il fallait miser sur soi quand on est solo. Est-ce que tu te sens menacé par l'IA, toi qui fais beaucoup de recherches dessus? Ben, pas du tout. Moi, je me sens même augmentée par l'IA. Je sais que c'est un peu ce qu'on entend partout, mais je pense que c'est le bon terme. On peut faire beaucoup de choses avec. Je considère que je fais partie des professionnels de mon secteur assez avancés dans l'intégration de l'IA dans mes process. Mais voilà, je suis pas non plus, voilà, je suis pas data scientist, je suis pas technique à fond. J'ai mes limites. Mais j'aime l'exploration et plus on peut en faire quelque chose, par contre, il faut en faire quelque chose de raisonné. Il faut savoir pourquoi on l'utilise. Mais ce qui m'intéresse là, tu vois, c'est de vraiment regarder plutôt au niveau écologique aussi. Comment on l'utilise quand c'est nécessaire et pas pour faire n'importe quoi non plus. C'est des choses qui vont m'intéresser, je pense, là, sur le mois de décembre, quand on sera tous un peu en vacances, d'aller explorer ce genre de choses. Mais je me sens pas. Pour moi, les gens auront toujours besoin d'un retour, d'un mentor, de quelqu'un pour les rassurer, pour monter en fait, euh, pour aller se décomplexer, tu vois, pour comprendre où sont leurs forces de communication, pour aller chercher plus loin, pour avoir un partenaire en fait, tu vois. Ça, l'intelligence artificielle, bon, l'intelligence artificielle, elle va toujours dans ton sens, tu vois. S'il y a quelque chose que je pourrais peut-être mettre en avant, c'est les clients aujourd'hui, ils ont à juste titre des fois besoin qu'on leur dise non. Ouais, je vais faire tel post LinkedIn. Pourquoi? Ben parce que c'est la tendance ou c'est drôle. C'est drôle sur Facebook. C'est pas sur LinkedIn, ta cible, voilà. Il y a plein de choses, enfin, ils ont besoin des fois qu'on les recadre sur vraiment sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ça, l'intelligence artificielle, elle, bien souvent, elle le fait pas, tu vois. J'avais vu un. Elle est pas exigeante finalement. Ouais, j'avais vu un tweet, ça m'a fait rire. Il disait aujourd'hui, imagine, c'était un peu, je sais plus comment c'est formulé, mais il disait imagine la personne la plus bête que tu connaisses et imagine que ChatGPT lui répond à chaque fois excellente question, merci, t'as totalement raison, tu vois. Et en fait, t'as Ben, c'est raison, ça.
elle va toujours dans ton sens. Et elle va toujours te dire que ce que tu fais, c'est super. Sauf si vraiment tu vas la challenger. Mais tu as du mal à distinguer le vrai du faux. Parce qu'elle elle ne pense pas, Elle va, par définition. effectivement, elle va toujours dans ton sens et c'est pas, c'est quand même pas le mieux, tu vois. Il y a rien qu'à voir nos propres relations de confiance, nos amis, les personnes qu'on croit et à qui on a une extrême confiance, c'est des personnes qui pourraient nous dire quand il y a besoin de se valoriser et des personnes qui seraient à même de nous remettre les pieds sur terre quand on déconne, tu vois. Et ben, ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne fait pas. Un consultant aujourd'hui il va être là, il est les garants de ta communication et donc il se dit très bonne idée, on y va, tu veux pas le faire mais tu devrais, ou inversement, ça va pas servir nos intérêts ça. C'est à la limite si tu veux pas publier cette semaine, prends des vacances, ne publie pas. On est mis, le monde ne va pas s'effondrer parce qu'on n'a pas envoyé un post LinkedIn cette semaine, tu vois. Et même ça, des fois, ils sont là, mais ah bon, je peux ne pas publier, mais prends tes vacances, reviens la semaine prochaine, c'est pas grave. Dernière question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus dur en tant que freelance aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans? Non, non, vraiment pas. Moi, enfin, après, c'est mon propre parcours, je peux pas parler pour les autres, je me permettrai pas, mais moi, j'ai toujours fait un meilleur chiffre d'affaires d'année en année. Malgré l'intelligence artificielle, malgré toutes les annonces de les ghostwriters, ils vont se faire remplacer ou je sais pas quoi, j'ai toujours fait du plus. Et je dirais même mieux, tu vois, c'est peut-être ce qui me rend le plus fier dans mon entrepreneuriat parce que chacun a sa vision de l'ambition et de l'entrepreneuriat. Mais pour moi, ça n'a jamais été le but de faire toujours plus, mais au contraire, même moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais toujours plus de chiffre d'affaires chaque année et je travaille pas plus. Je travaille même moins. Et en soi, ça, c'est hyper important. Je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai perdu mon petit frère. C'était important pour moi de profiter de ma vie. Je travaille pour vivre, enfin, je vis pas pour travailler. C'est très important. Et d'avoir le temps, tu vois, de profiter, l'argent de faire ce que je veux faire. Enfin, il y a une balance entre les deux. Mais voilà, moi, je considère que chaque année, on dit que ça va être difficile. Chaque année, on dit que la conjoncture, elle est effroyable. Chaque année, on a l'impression que on va pas s'en sortir. Il y a toujours plus de freelance, il y a moins de boulot, l'intelligence artificielle va nous remplacer. Chaque année, il y a un problème, il y a de la négativité partout. Moi, je considère pas. Après, est-ce que c'est parce que justement, je continue, j'évolue avec le marché, j'évolue avec la tendance, avec l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est juste ça. On peut pas juste se dire c'était mieux avant. On doit juste continuer avec ce qu'on a, les cartes en main qu'on a pour l'année qui arrive, quoi. Je pense que c'est un magnifique mot de la fin. Parfait. Merci beaucoup, Kelly, c'était génial. Bah, je t'en prie, avec plaisir.